Moi, j'ai du mal à penser aujourd'hui que ma défense sera assurée par une OTAN avec un monsieur Trump et un monsieur Erdogan. J'ai du mal. Et j'ai du mal, et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, et je pense que c'est une chance, je l'ai dit tout à l'heure en comparant avec les États-Unis, que c'est une chance aujourd'hui ce qui nous arrive. Et quand on regarde l'histoire de notre belle Union européenne, c'est chaque fois dans les crises qu'elle s'est révélée. Et donc on ait cette chance aujourd'hui de transformer l'essai et de faire en sorte qu'on n'abandonne pas de la souveraineté, parce que pour moi, ce n'est pas de la souveraineté abandonnée. C'est une mutualisation pour se protéger contre d'autres qui ne respectent pas les mêmes règles que nous. En tout cas, je resterai viscéralement européen jusqu'au dernier jour. Je pense que la notion de marketing est importante, que ce que nous faisons aujourd'hui, pardon de le dire, c'est chaque fois, je choque chaque fois, ressemble un petit peu à du délit d'initié, parce que si vous êtes venu ici, c'est que ce sont des sujets qui vous intéressent, et que le vrai challenge, c'est d'aller, comme vous le faites avec vos électeurs, c'est d'aller vers ceux qui ne savent pas, et de prêcher cette bonne parole, et ne serait-ce que d'expliquer avec des détails concrets, comme celui que je vous donnais tout à l'heure sur les 7 heures à l'attente aux frontières entre deux pays aujourd'hui appartenant à l'espace Schengen, qu'on fait comprendre 2-3 petites choses. Merci à vous. Merci beaucoup Philippe Gustin. Donc voilà donc pour ce plaidoyer à nouveau pour le verre à moitié plein de l'Europe. Bon voilà, donc un discours plutôt encourageant. L'Europe est dans une situation presque de crash test, hein, si j'ose dire. Donc là, il faut vraiment. Il y a quand même, c'est vrai que Madame la députée, eurodéputée a raison de dire qu'il y a eu tout au long de l'histoire de l'Union européenne des crises permanentes. C'est un état de crise permanent que nous avons connu. Mais évidemment, il y a quand même, lorsque nous sommes évidemment face à un Brexit, face à une crise migratoire de cette ampleur, face à l'élection d'un président américain isolationniste et protectionniste, et face à une résurgence des difficultés à l'est de l'Europe, ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc ça fait, on sent bien qu'il y a là un amoncellement de difficultés que l'Europe n'est évidemment peut-être pas prête à traiter en même temps. Voilà. Donc c'est forcément difficile. Compte tenu notamment, et ça on ne l'a pas trop dit, mais de la difficulté interne qui est liée à... on a parlé de l'année 2017 comme d'une année d'élection dans au moins 4 pays, et non des moindres, l'Allemagne, la France, l'Italie, ça c'était pas prévu, la Grèce, la République tchèque, alors j'ai dit 4, c'est 6, Pays-Bas, bon voilà. Donc, mais en fait évidemment c'est tout le temps, ça c'est tout le temps, puisque c'est tous les 4 ans selon certains pays, tous les 5 ans, bon bref. Donc il faut évidemment que l'Europe tienne compte, enfin puisse fonctionner malgré ses à-coups et malgré ses périodes électorales. Voilà, donc ça plaide évidemment pour une continuité et une politique de consensus sur des enjeux fondamentaux. Voilà. Alors, est-ce que je peux ajouter, pardon? Alors allez-y, une seconde, pardon. Bien sûr, bien sûr. Il y a un sujet qui est très compliqué, et ça je ne le lis pas, c'est la question migratoire. Parce que là, c'est la relation à l'autre dans les 27 modulo 28 pays européens est intimement dépendante de l'histoire, de la géographie, de la démographie, de l'économie. Et c'est sans doute ce qui est le plus discriminant d'un pays à l'autre dans l'Union européenne. Et pas seulement le nord, le sud, l'est, l'ouest, les anciens, les nouveaux, etc. et tout. Hein. Vous prenez le Danemark, vous prenez les Pays-Bas, vous prenez la Hongrie, etc. et tout ça, c'est pas la même histoire. Et donc je crois qu'il faut être vigilant là-dessus. Très, très vigilant. Très, très vigilant, parce que c'est difficile, là pour le coup, parce que c'est tellement viscéral, et puis qu'il y a derrière, dans chacun des pays européens, maintenant, tout le monde, personne n'est à l'abri, hein, y compris l'Allemagne, des partis, là pour le coup, anti-européens et anti-migration. Donc voilà, c'est cette mayonnaise qui est la plus difficile. Alors peut-être parlons-en de cette question migratoire, Madame l'eurodéputée. Donc il a été donc Madame Merkel a été félicitée dans un premier temps et puis ensuite critiquée dans un deuxième temps pour les initiatives qu'elle a prises pour l'accueil de migrants venant donc de Syrie, d'Afghanistan, etc. Quel est de votre point de vue donc européen, est-ce qu'il y a eu là comment dirais-je, une imprudence de prendre une initiative nationale au nom de l'Europe, ou est-ce qu'il aurait fallu
Est-ce qu'il aurait fallu, malgré l'urgence de la situation, essayer de réunir les Européens pour avoir une stratégie commune, même si, comme vient de le dire M. Gustin, en matière d'accueil des réfugiés, là, il y a des différences fondamentales dans la préparation de chaque pays à accueillir ou ne pas accueillir, et à quel niveau. Donc comment vous jugez, vous, ce qui s'est passé en 2015 et l'état où nous en sommes maintenant? Je vous remercie de cette question parce que c'est vraiment la seule chose où je voulais encore en parler. Parce que Parfait. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a tant de désinformation autour de cette question des réfugiés. Qu'est-ce que Mme Merkel a fait? Quand je discute avec des journalistes français, ça m'arrive assez souvent, ils disent « mais elle a ouvert les frontières ». Vous savez, on avait une situation le 4 septembre 2015. Le 4 septembre 2015, où 5000 personnes étaient clouées à la gare de Budapest. Et Orban lui-même a demandé à Mme Merkel de rouvrir des frontières fermées, qu'il a fermées lui-même d'ailleurs, parce que la Commission européenne est rentrée des vacances et après elle a dit « mais ça ne va pas que la Hongrie ne ferme pas ses frontières et qu'elle fait vraiment qu'elle fait passer tous les réfugiés qui sont là juste pour l'Allemagne. » Et là, quand il a fermé les frontières, c'est là que ce problème-là a surgi. Et elle a dit, bon, alors si ça t'aide, bon, on est prête à accueillir ces 5000 personnes. Et tout ceci après un printemps et un été avec des centaines de milliers de frontières qui étaient déjà là. C'est une désinformation parfaite qui s'est passée après, disant que c'est Merkel qui a ouvert les frontières. Non. Mais quand des dizaines de milliers de personnes marchent sur une frontière avec femmes, enfants et tout le monde, qu'est-ce que vous croyez que ça va se passer? Qu'est-ce que vous croyez que ce qui va se passer avec la route des Balkans fermée? Si ces réfugiés-là se mettent en marche, c'est fini les frontières fermées. Bien sûr. C'est pour ça que c'est vraiment un acte de désinformation, parce qu'après, chaque chef d'État a cherché un bouc émissaire. Et ça, ils ont dit, mais c'est très bien, Merkel, on avait quelques additions vertes encore, alors enfin, on va lui mettre le truc sur le dos. Et tout ça, c'est presque... Vous pensez que c'est une revanche d'autres pays européens qui se sont servis de cette crise migratoire pour critiquer... Revanche, c'était peut-être un peu plus fort, trop fort. C'était une manière facile de rendre quelqu'un d'autre responsable pour, la guerre en Syrie, tout ce qui était organisé en Turquie, tous les, comment vous dites, schlepper en français? Les passeurs, oui, c'est les passeurs, oui. Les passeurs, c'est devenu un vrai commerce, c'est devenu un vrai modèle de commerce pour tous les Balkans. C'est devenu, vraiment, tout le monde en a essayé de faire un peu son beurre là-dedans. Et l'Europe était mal préparée, ça c'est très clair, mal préparée, parce que quand les Italiens, 2015-2014, ont dit oui, attention, nous on n'arrive plus, et les Grecs, on leur a dit, ah, ça c'est clair, hein, qui est-ce qui n'arrive pas à faire ses devoirs? C'est encore les Grecs et encore les Italiens. Là, si on les avait aidés à temps, même pas avec de grands moyens, si on les avait aidés à temps, on aurait vraiment eu tout un autre effet. Et après, ça c'est clair aussi, quand il faut éviter les pull factors, c'est-à-dire attirer des points qui attirent des réfugiés. Et on avait les réfugiés de la Syrie, de l'Afghanistan, du Pakistan. Vraiment, avec le contrôle budgétaire, j'étais en Turquie, j'étais en Jordanie et au Liban. J'ai parlé avec des réfugiés dans des camps et en dehors des camps. Et là, c'est clair, il y a certains qui attendent depuis très longtemps. Et 2015, on avait une situation spéciale où tout ce monde-là, tout à coup, n'avait plus d'argent parce que rien n'était prévu pour eux. On ne les a pas aidés. On a coupé des fonds à la Jordanie. Et comme ça, les gens étaient vraiment... C'est vrai que dès 2012-2013, il y avait 3 millions de réfugiés au Liban, en Jordanie, en Turquie. Hein. Oui, c'est ça. J'aimerais vous dire que 2015, beaucoup de réfugiés avaient déjà fait le trajet à travers les Balkans avant qu'on décide, avant qu'elle a pris cette décision pour 5000 réfugiés cloués à la gare de Budapest.
Mais bien sûr, au début, le mur était très favorable en Allemagne et maintenant, c'est encore on a beaucoup de bénévoles qui se consacrent à aider à l'intégration. C'est un exemple de voir ça. C'est un grand espoir pour l'Allemagne aussi. Mais j'aimerais vous dire que jamais c'était pensé comme une immigration. Ça, c'est clair, c'est de la protection temporaire. Et quand la guerre en Syrie est finie, ça s'appelle rentrer. C'était toujours clair en Allemagne, mais nous, on prend notre devoir humanitaire, mais c'est clair que tout ce monde-là va rentrer, mais entre-temps, on va essayer de les former, on va essayer de leur donner quelque chose, parce que je crois qu'on leur doit ça. Je crois que c'est sage de former ces gens-là. Est-il exact, comme je crois l'avoir entendu, que l'arrivée de réfugiés, donc environ 1 million, hein, je crois, en Allemagne, a donné un coup de fouet à l'économie allemande, contrairement à ce que l'on dit parfois? Oui, bien sûr, vous savez, quand de nouvelles personnes arrivent, vous avez besoin de vêtements, d'appartements. Maintenant, il y a on essaye de leur donner une formation, des cours de langue. C'est beaucoup moins chaotique. Et en plus, les Allemands ont vu que notre administration n'était pas préparée du tout. Mais c'est la honte. On dit que mais l'Europe, quand un réfugié traverse les frontières d'un pays, il n'y a pas d'enregistrement, on n'échange pas les datas. Mais l'échange des datas n'a pas existé dans les Länder. Oui. C'est pour ça que les réfugiés se sont enregistrés jusqu'à 10 fois, 10, 15 fois. Celui avec le plus grand nombre d'enregistrements, c'était 14 sur 16 Länder. Sur 16 Länder, oui. Mais entre-temps, on a fait ça. On a réduit l'attractivité de nos systèmes sociaux. Si vous m'avez dit il y a 2 ans qu'on peut abolir ce que nous, on avait, j'aurais fait tout le pari que c'est impossible de changer ça. Mais entre-temps, on a changé ça. On a les lois les plus strictes depuis après-guerre. C'est-à-dire, on a vraiment essayé de réduire l'attractivité du système social qui est derrière pour les réfugiés. Et je crois que, vu la situation où on est, et vu les crises autour de l'Europe, c'est quelque chose de très important et de très sage. C'est pour ça que je dis ça à mes électeurs. On n'est plus dans la situation de 2015. Ce n'est pas la responsabilité de Mme Merkel. On a appris beaucoup de choses et on les a fait. C'est ce qui compte et c'est ce que les politiques doivent aux électeurs, qu'on fasse quelque chose quand on voit que quelque chose ne va pas. Monsieur Gustin, peut-être un commentaire là-dessus? Non, seulement rappeler quand même que ces réfugiés, ils viennent... En tout cas, au début, ils venaient essentiellement de Syrie. C'est quand même un pays qui est en guerre depuis 6 ans, avec 300 000 morts, 10 millions de personnes déplacées, donc plus de la moitié dans des camps. C'est révélateur aussi de l'incapacité de la communauté internationale, même si en tant qu'ancien ambassadeur, je déteste ce terme-là, parce que ça ne veut rien dire. Mais si on regarde les coupables, on en a parlé un petit peu cet après-midi, ce sont les États-Unis, parce qu'il n'y a pas attendu les États-Unis de Trump pour avoir un désengagement quand même sur les affaires du monde. Et donc, les États-Unis d'Obama étaient bien aussi là-dessus, très, très, très réticents à intervenir. À une Union européenne qui était extrêmement frileuse aussi. Je donne toujours cet exemple-là, pardon. En franco-allemand, mais il a fallu attendre le 13 novembre 2015 et les attentats du Bataclan pour que la contribution de l'Allemagne à la coalition internationale en Syrie devienne supérieure à celle d'un pays qui s'appelle le Portugal, que j'aime beaucoup aussi par ailleurs. Donc ça en dit long. Pas, Monsieur Dias, hein. Voilà, ça en dit long quand même aussi sur le fait que tous ces conflits autour de nous, et on revient à l'idée de M. Chopin, qui est aussi cher à mon cœur là aussi, de la nécessité pour l'Union européenne de devenir aussi en termes politiques et en termes surtout de géopolitique, non plus le nain qu'elle est aujourd'hui par rapport à sa puissance économique, mais qu'elle soit responsable, parce que de toute façon, elle sera obligée d'intervenir. Et si nous avions pu intervenir, alors on ne va pas refaire l'histoire, hein, mais si nous avions pu intervenir avec une défense digne de ce nom en Syrie, si nous avions pu aussi, en termes de diplomatie, nous entendre
parce qu'il y a tous les débats aujourd'hui sur le rôle de la Russie, de l'Iran, de la Turquie dans ce conflit-là, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ça qui sont les failles de l'Union européenne et qui ont des impacts derrière très forts sur la politique migratoire. Merci beaucoup. Peut-être alors un commentaire justement sur l'Allemagne par rapport à ses responsabilités en matière stratégique, en matière de défense. Il y a des évolutions, madame, qui sont importantes? Je crois que nous, on va éternellement plutôt payer. Pardon? On va éternellement plutôt payer. Vous allez éternellement plutôt payer? Oui, vous savez... Mais parce qu'on a tous entendu que le budget de la défense allemand allait faire un saut quantitatif important. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, il ne faut pas en espérer trop. Parce que comme on a très peu investi dans l'armée allemande, vraiment très peu, alors vous savez, pour rattraper le retard, on n'est pas encore... Oui, il y a du retard. On va soutenir, d'accord? Ouais. Oui, mais là, vous voyez, c'est ce débat que j'adore. Oui. Alors, ce que j'adore... Et on va prier pour vous. Okay? Voilà, vous allez prier pour nous. Mais il faudra un jour, Madame la députée, il faudra un jour que l'Allemagne tourne la page du pacifisme, nom de Dieu. Pardon. Non. Si. Je ne peux pas admettre que quel que soit l'âge, quelle que soit la génération, la population allemande, même si ça bouge quand même dans les têtes, quand même, hein, il faut le reconnaître aussi, et malheureusement les attentats, là aussi ont cet effet-là, qu'on ait du mal quand on est allemand à imaginer qu'un militaire allemand puisse mourir en opération extérieure et pire, puisse tuer quelqu'un en opération extérieure, ce n'est plus possible que l'Allemagne soit à ce point-là en inadéquation entre sa puissance, 4e puissance économique du monde, et sa puissance et son rôle géostratégique. C'est une question de responsabilité, c'est une question d'équilibre, et tant qu'on n'avancera pas, mais je suis quand même content de voir que les choses avancent. Je pense que Mme von der Leyen avance bien, la chancelière avance bien, sous la pression, et que ça, c'est quelque chose aussi qui va devoir évoluer dans les années qui viennent. Il en va aussi de l'avenir de l'Europe. Je ne pensais pas entendre de mon vivant un Français regretter le militarisme allemand, mais c'est le cas. Mais c'est le cas. C'est bien. Donc les choses évoluent, vous voyez, les choses changent. Voilà. Alors, on me fait signe à ma droite là qu'il y a donc évidemment des gens dans la salle. Je l'avais remarqué. Et je suis sûr que vous avez des questions. Là, j'ai vu frétiller un peu. Il y a Monsieur Diaz qui veut parler. Votre voisin, monsieur. Alors allez-y, posez des questions. On va faire comme tout à l'heure. Il y a Monsieur Lacassagne aussi qui veut parler au fond. On regroupe 3 questions comme tout à l'heure. C'est bien ça. Hein, et puis Oui, Madame Gressler, je suis à l'origine du mot tout à l'heure, du mot foutoir, qui vous a choqué, et je vous demande de le pardonner. Il n'était pas... C'était très bien. Voilà. Mais d'un autre côté, Madame Gressler, d'un autre côté, vous êtes députée européenne. Je me pose la question de savoir si vous et vos collègues députés européens n'ont pas aussi pour mission d'aiguillonner les gouvernements que vous jugez trop laxistes. Peut-être que ça serait à vous. Nous avons un rôle à notre niveau, peut-être à notre niveau de citoyen lambda, d'essayer de convaincre les gens que, effectivement, c'est mon cas, qu'effectivement l'Europe, on ne peut pas faire sans l'Europe, c'est évident. Bien que ce ne soit pas l'Europe que je cherche pour l'instant. Mais est-ce que vous, en tant que députée européenne, vous n'avez pas ce rôle d'aiguillon de dire au gouvernement, vous êtes quand même mieux placé que nous, citoyens lambda, de dire au gouvernement, écoutez, ce serait bien maintenant qu'on fasse les choses d'une autre manière et d'une façon beaucoup plus efficace. Peut-être que vous pourriez taper du poing sur la table. Voilà. C'est une suggestion, hein, d'accord. Ça serait peut-être plus efficace que c'était donc qu'ils le fassions. Merci beaucoup. Monsieur Diaz. Je voudrais d'abord remercier Madame la députée pour à la fois son engagement et sa foi dans l'Europe et Monsieur l'ambassadeur. Je partage mot par mot ce que vous avez dit tous les deux. Je voulais juste dire, et là je prends ma casquette de président de la Ligue des droits de l'homme, je voudrais remercier l'Allemagne et Madame Merkel parce qu'elle a effectivement, par son courage et son humanisme, grandi l'Europe. L'Europe ne peut pas être indifférente à la question des réfugiés. En plus, c'est une partie de notre responsabilité. D'autant plus, et je peux en témoigner, la Ligue des droits de l'homme s'est beaucoup impliquée ici, une partie de nos populations sont très sensibles à ça. Et quand on sollicite les gens, il y a une vraie générosité. Il y a effectivement un certain nombre de gens extrémistes. Souvent,
alimentés par la presse. Là, je voudrais dire que les médias... Pourquoi vous me regardez dans les yeux? Les médias n'ont pas été à la hauteur. Les médias ne sont globalement, les médias ne relaient pas suffisamment les actes de solidarité qui ont pu avoir lieu. Là, vous êtes dur, hein? Pas suffisamment. Et je voulais dire effectivement qu'une partie du peuple allemand, une partie du peuple français a su effectivement faire acte de solidarité. Prenons acte de ça. Et je pense que l'Europe peut se grandir en étant effectivement humain, accueillante. C'est aussi une valeur qu'on défend. Vous n'avez pas de questions là, c'est juste... Non, d'accord. Donc, Monsieur Lacassagne, derrière, j'en profite pour dire que les réfugiés en venant en Europe, donc c'est un hommage direct et même indirect et même direct donc aux valeurs européennes. Hein, on l'a dit tout à l'heure. Oui, ils viennent plutôt chez nous que... Je vous remercie. Monsieur Lacassagne. Je voulais souligner qu'on a évoqué le fait que une évolution de l'Union européenne doit s'appuyer sur le peuple, les peuples européens. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a donc des décisions collectives à prendre pour avancer sur les grands dossiers, vous l'avez bien monté tout à l'heure. Et ces décisions collectives, on hésite souvent à les prendre parce qu'on a peur du résultat des référendats. C'est bien ça, on dit des référendats quand c'est pluriel. Et ce sont des référendats qui ont des résultats qui sont souvent entre 48 et 52%. Donc c'est pas vraiment, c'est pas du tout compatible avec l'enthousiasme dont on a fait état tout à l'heure sur les valeurs. C'est-à-dire sur les valeurs, on est plutôt à 70-80%, d'accord, alors que sur les techniques pour soutenir une évolution européenne, on se retrouve à 48 et donc c'est refusé. Il nous faudrait des scores soviétiques. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on les craint, ces élections-là? C'est à cause de l'augmentation du scepticisme chez les citoyens, voire de l'indifférence. Et là, je voudrais mettre un peu en cause l'insuffisance de communication des institutions européennes. C'est-à-dire que le travail que Madame la députée nous a dit avoir fait dans sa circonscription, c'est tout petit, donc il faut en faire des millions pour arriver à toucher au moins 50% de la population. Les députés européens, de ce côté-là, alors, donc déjà, hein, les institutions n'investissent pas assez dans la communication. Donc on peut faire le reproche à nos politiciens locaux, nationaux, de renvoyer la balle sur les institutions européennes, mais si les institutions européennes faisaient mieux savoir que souvent ce sont des mensonges, déjà, auprès des peuples, ça marcherait mieux. En plus, un travail comme celui que vous avez fait chez vous, madame, les députés européens français, je ne sais pas si c'est valable pour tous les pays, mais en tout cas, nous, on constate au mouvement européen, parce qu'on essaie justement d'organiser des rencontres entre les députés européens et les citoyens, qu'on a beaucoup du mal à les faire bouger. J'ai eu personnellement une grande réussite il y a 4 ans. J'ai réussi sur 10 eurodéputés de la circonscription sud-ouest à en avoir 8 pour un débat avec les citoyens. On a rempli 450 personnes à l'Athénée municipal de Bordeaux. On est très fiers. Mais depuis, on a réessayé, aussi bien à Bordeaux qu'à Toulouse qu'à Montpellier, dans cette grande eurocirconscription, de remonter des opérations comme ça. Et là, on a 1 ou 2 des 10 députés, ou 3 maximum, qui acceptent de venir. Certains sont même, comme vous l'avez été dans votre pays, très volontaristes pour nous encourager là-dedans. Alors, il faut dire aussi que manque de chance, aux dernières élections, sur les 10 eurodéputés, on en a 4 qui sont des députés europhobes. Donc ça n'a pas facilité les choses. Mais je veux dire que les députés européens devraient davantage saisir les occasions que des organisations comme la nôtre leur offrent de venir s'exprimer. Monsieur Lacassagne, vous avez sinon c'était juste une prise de position ou vous avez une question? Non, c'est... Oui, ma question c'est pourquoi les institutions européennes n'investissent pas davantage dans la communication vers le peuple? Vous voulez répondre, madame, ou monsieur Gustin? Oui. Moi, je répondrai aussi, mais allez-y d'abord. Je commence par vous, monsieur. Vous savez, moi, quand j'ai une invitation où il y avait 7 autres collègues, je dirais non, parce que c'est du gaspillage de temps, de mon point de vue. Et je vous assure, c'est quand vous avez plus que 2 en même temps dans une réunion,
excusez-moi, c'est du gaspillage parce que c'est comme la concélébration au temps du manque de prêtres. Mais parfois c'est nécessaire une concélébration pour donner un peu de solennité. Non, vous devez comprendre ça parce que mais contentez-vous même d'un seul. Essayez avec un seul, comme ça. Je crois que oui, c'est ça. Faites à tour de rôle. Je crois que les résultats seront meilleurs. Le problème de la France, c'est que vous avez 24 fronts nationaux. Ouais. Ah mais ça, on n'y peut rien. Hein. Oui, ça vous rend. Les Fronts nationaux, on ne les voit pas à Bruxelles. Ils ne participent pas aux travaux. Je ne sais pas ce qu'ils font. De toute manière, ils ne sont pas à Bruxelles. Ça, c'est clair. Et, vous savez que demain, dans Sud-Ouest, nous allons parler de leur position par rapport à vous savez, les assistants parlementaires. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. On parle de l'affaire Fillon demain et on a demandé à notre correspondant à Bruxelles de nous expliquer ce que fait le Front National sur ce plan-là. Voilà, oui, demain dans Sud-Ouest. On va faire des recouvrements assez importants chez Madame Le Pen. Chez les deux Le Pen, ouais. Parce qu'ils ont utilisé leurs assistants. On ne les a jamais vus à Bruxelles. Ils étaient au Central Party, faire là le travail pour le parti. Et ça, c'est contre les règles. Non, c'est-à-dire, ça rend la France à la taille de la Pologne, parce que c'est quand même... il manque quand même pour élever le voix de la France et aussi le poids de la France dans les procédures législatives. C'est pour ça que le problème avec le Parlement européen, c'est que 50%, après 5 ans, 50% des députés sont toujours nouveaux. Et je trouve que l'électeur fait une grande faute d'envoyer tout le temps des gens nouveaux. Vous savez, en Allemagne, nous avons un système assez stable. La CDU, nous avons 35 députés, dont 31 qui étaient déjà là, qui sont là depuis longtemps, comme des fossiles comme moi. Oh, ne dites pas ça. Mais vous savez, ça vous fait, au sein de la maison, ça vous fait, comme nous aussi, on doit apprendre, après on connaît... C'est-à-dire, ça vous fait plus de poids quand vous êtes là, la continuité, quand vous êtes là plus longtemps. Mais qu'est-ce que je fais avec un groupe? Imaginez-vous si vous devez rouler une entreprise où tous les 5 ans, 50% des employés changent. Alors, je ne peux pas partir avec ce monde en guerre contre les chefs d'État, qui sont là depuis comme des fossiles aussi, qui sont là beaucoup plus longtemps. Ça, c'est perdu à l'avance. Taper sur la table, oui, ça ne fait rien à la table, comme dit Wolfgang Schäuble toujours, quand on lui conseille de faire ça. C'est-à-dire, je crois qu'on doit... on ne peut pas... Vous savez, on ne peut pas aiguiller les gouvernements qui sont quand même... Ils ont la lutte tous les jours dans leur État membre. Mais nous, on essaye de leur parler, on essaye d'être gentil avec eux, on essaye d'évoluer ensemble avec eux. Je pars de temps en temps à Berlin, là, on parle à tout le monde, et je parle aussi à M. Schäuble, comme quoi il faut abandonner l'unanimité dans les questions fraude, taxe fraude. Même là, il insiste à avoir l'unanimité. Et bon, quand même, après, voilà, ça nous a coûté 5... Moi, j'étais rapporteur pour l'harmonisation du droit pénal. Et là, hurrah, on a eu, et contre l'Allemagne d'ailleurs, mais c'est égal. C'est-à-dire, il faut les comprendre, mais il faut essayer. J'ai beaucoup de respect pour eux, je comprends leurs contraintes. Ils ont des contraintes brutales, vraiment brutales. Et c'est pour ça... Il faut parler à nos collègues nationaux, dans les parlements nationaux. Ça, c'est quelque chose de très spécial. Et comme nous, on participe aux réunions de la CDU au sein du Bundestag, le moment arrive toujours où je leur dis, écoutez, moi aussi, je suis membre de la CDU. Arrêtez maintenant. Ils sont, vraiment, ça va jusqu'aux insultes. C'est pour ça qu'il faut se parler. Si nous, on ne se parle pas, on va tous rater. C'est pour ça que c'est pas facile de faire l'Europe. C'est pour ça que c'est un succès gigantesque que jusqu'à aujourd'hui on tient ensemble et on arrive toujours à avoir quelque chose, même si on aimerait avoir plus. Un jour je vais écrire tout ça quelque part. Ah oui, s'il vous plaît. Et je vous assure, les référendums. Comment peut-on faire un référendum dans un État membre et pas dans d'autres? Comment? Ça ne va pas. C'est comme si en Allemagne, on fait sur des questions de taxes, on fait un référendum à Berlin et en Bavière et pas chez... la population de ces deux pays prétend pouvoir décider pour tout le monde. C'est faux de faire des référendums en Europe, c'est faux. C'est pas la bonne voie et c'est pour ça que je suis férocement contre des référendums. Et je vous assure,
Hier, j'ai parlé au House of Lords de Londres, et ils sont aussi contre les référendums, mais ils ont même de bonnes raisons. Hein. Maintenant, oui. Le référendum, la réponse est non, mais quelle est donc la question? Oui, voilà. Moi, je voulais compléter quand même sur deux choses. D'abord, il ne vous aura pas échappé que les règles ont changé sur les modalités d'élection des députés européens en France, et qu'ils étaient, si je ne me trompe pas, jusqu'en 1999 élus sur un scrutin national. Hein, vous aviez une liste nationale avec une répartition à peu près, et qu'on a régionalisé avec les 9 régions de mémoire l'élection, avec cet objectif justement de plus de proximité des élus européens avec la population. Quand je discute avec des députés européens français, ils me disent tous oui, c'est mieux, même s'il y a le problème de la continuité qu'évoquait ma voisine tout à l'heure, mais quand même c'est pas encore top, et le député européen est encore vu, mais c'est peut-être dans les deux sens qu'il faut faire un travail, est encore vu comme quelqu'un de lointain. Voilà. Et donc il faut vraiment qu'il fasse l'effort aussi de cette proximité. Et ça ne va pas s'arranger avec les super régions qu'on a maintenant.